3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est à nos côtés, le directeur général adjoint de Tikehau Capital. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alain Dubrul d'être avec nous également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco et Christian Parizeau, économiste et président de la TR Economics qui nous accompagne également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Pour toute une génération d'investisseurs, c'était quelque chose qui paraissait impossible. Il y a peut-être encore 12, 18, 24 mois de cela, voir la Banque du Japon régler sa politique monétaire dans un sens différent, c'est-à-dire pas celui de l'accommodation permanente et toujours plus importante, mais un ajustement qui permet à la Banque du Japon de sortir, symboliquement en tout cas, de sa politique de taux négatifs et de sa politique de contrôle des taux. Quels commentaires ça vous inspire, Christian? Bon, déjà, les mouvements de marché ont été tout à fait raisonnables autour de ces annonces. Le terrain, semble-t-il, était bien préparé. La question étant, est-ce que c'est simplement un ajustement symbolique, comme je le disais, ou est-ce qu'on est au début, peut-être, d'une nouvelle stratégie ou d'un nouveau réglage de la politique monétaire japonaise? Alors, déjà, première chose, c'est quand même un ajustement important. Alors, c'est vrai que ça peut paraître, on va dire, ils avaient des taux à moins 0,1%, 0, ils sont passés de 0 à plus 0,1. Alors, vous allez me dire, c'est rien du tout, mais c'est quand même très important parce qu'on sort des taux négatifs, on sort du fait que les banques sont pénalisées si elles apportent des liquidités, ça leur coûte de l'argent, maintenant elles vont être rémunérées, et ça change quand même énormément de choses dans un fonctionnement d'un système. Deuxième élément quand même qui est très important, c'est qu'ils arrêtent d'avoir un objectif sur le taux à 10 ans. Ça, c'était important, puisqu'à un moment donné, le marché ne fonctionnait plus. À partir du moment qu'une banque centrale vous dit le taux à 10 ans, il doit être à tel niveau, j'achèterai autant ce qui est nécessaire pour que le taux à 10 ans soit à ce niveau-là, ou je vendrai, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a plus de marché. Et ils ont tué en grande partie leur marché obligataire. D'où l'énorme prudence que l'on voit aujourd'hui au niveau du gouverneur de la BOJ qui dit, attention, là, on a passé une étape très importante. Ça peut paraître anecdotique, mais juste pour vous donner une idée, il faut de nouveau avoir des courtiers qui vont traiter la dette. Il faut de nouveau avoir des échanges sur ces marchés, puisque vous aviez tué l'État japonais, il se finançait directement auprès de la Banque centrale qui prenait l'essentiel des émissions. Donc rien que ça, c'est quand même un énorme pas parce qu'on revient à des choses... Il y a tout un pan de l'écosystème financier à reconstruire. Voilà, il y a quand même tout un système à remettre en place. Et d'ailleurs, on le sentait pas très à l'aise. On le sent que voilà, ils l'ont fait prudemment. Ils ont bien souligné qu'ils achèteraient autant que par le passé de dettes japonaises. Donc ils veulent vraiment marquer. On est prêt. S'il y a le moindre dérapage, on agira massivement. Donc ils vont remettre un peu le mécanisme de marché, mais on voit que c'est quand même important et c'est pas facile de sortir de ces politiques non conventionnelles. Et ça, c'est un grand enseignement que doivent prendre tous les banquiers centraux, à mon avis. Les taux négatifs, tout ce qui est objectif sur la courbe des taux, déformation de la courbe des taux, c'est très difficile de revenir en arrière et c'est très coûteux de revenir en arrière aussi. Donc, et de ce point de vue-là, c'est une leçon mondiale. Il y aura personne n'a envie de retourner à l'époque des taux d'intérêt nuls, voire négatifs. Jamais. Non, bien sûr, mais je pense que ça c'est si quand même... l'avenir permet d'éviter de retourner à ce genre de politique monétaire, tout le monde sera content. Je pense que ça, c'est le premier enseignement qu'on pourrait après. Après, il y a aussi l'aspect aussi que pourquoi aussi acheter des ETF actions quand vous avez l'indice Nikkei qui est au plus haut, ça devenait quand même un petit peu risible aussi, cet élément-là. Je vous rappelle que la Banque centrale du Japon est le premier émetteur d'ETF du monde. C'est pour vous montrer. Détenteurs d'ETF. Voilà, donc pour vous donner juste l'idée, parce qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs ETF donc c'était même le premier ETF provider du monde, si vous prenez. Donc ça vous donne un peu l'impact qu'elle avait. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont plutôt positives. Alors, deuxième question, est-ce qu'on va plus loin? Et là, on les sent quand même assez prudents, parce que j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment dit, là, on a une fenêtre. On a une fenêtre qui s'ouvre, on a l'inflation qui est restée quand même relativement résiliente, même si elle a tendance un petit peu à se calmer comme dans... Ça fait 12-18 mois qu'il y a plus de 2% d'inflation au Japon, c'est ça, plus d'un an. Donc, ça montrait qu'ils pouvaient commencer à faire quelque chose. Ils ont eu le retour que les entreprises ont plutôt fait des hausses de salaire importantes. Alors, en moyenne, c'est autour de 5,30, mais bon, globalement, on est sur des hausses de salaire qui sont suffisamment fortes pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages et finalement, ça a peut-être stimulé un peu la consommation. Donc, ils se disent, on peut un peu normaliser à un moment où les ménages japonais vont avoir du pouvoir d'achat, donc ça intervient au bon moment quand même, et donc finalement on sent qu'ils ont pris un peu cette porte pour monter les taux. Moi personnellement, alors ça n'engage que moi, j'ai le sentiment qu'ils iront pas beaucoup plus loin, et on le sent mais très pas prudent. beaucoup, ça veut pas dire qu'ils s'arrêteront là.
Je sais même pas. D'accord. On verra, parce qu'il dit quand même à un moment donné, il faut quand même que l'inflation donne des bons signes dans les prochains mois. En gros, faut qu'on soit sûr que l'inflation se maintient. Et comme on est quand même sur les derniers chiffres plutôt sur un ralentissement de l'inflation, il voudrait plutôt une accélération un peu de l'inflation pour être certain qu'ils poursuivent derrière. Donc je pense que déjà ils vont faire une longue. Alors, ce que je pourrais prévoir, c'est une longue pause pour voir si les marchés refonctionnent normalement. Et ils réduiront sûrement les achats de titres d'État au fur et à mesure pour laisser de plus en plus les mécanismes de marché se remettre en place. Mais de là à remonter énormément les taux directeurs, je pense qu'il ne faut pas le miser. Et d'ailleurs, je pense que c'est en partie pour ça que les marchés ont bien réagi à ça, que vous avez le yen qui s'est déprécié, que vous avez la bourse, l'indice Nikkei qui s'est apprécié. Alors, c'était attendu, il n'y a pas eu de surprise. Donc, on peut dire il n'y a pas eu d'effet négatif parce qu'il n'y a pas eu de plus que ce qui était annoncé dans le journal Nikkei de samedi. Donc ça, je dirais que c'est la bonne surprise, mais c'est peut-être aussi dans l'idée que ça y est, on a tourné la page et qu'il n'y aura pas forcément beaucoup plus derrière. Et moi, je perçois plutôt la bonne tenue d'indice Nikkei plutôt dans cette idée-là. Il a dit, c'est un indicateur qui veut le regarder, c'est comment évolue le risque de surprise à la hausse sur l'inflation dans les projections qui sont faites par les équipes de la Bank of Japan. Voilà, c'est quand même très fin comme. Voilà, c'est-à-dire que on continuera, mais s'il y a la quadrature du cercle et si toutes les planètes sont bien alignées, bon, on le fera. Ouais. Mais il faut vraiment que tout soit bien aligné, quoi. C'est un peu ce qui ressort. Qu'est-ce que ça vous inspire là ? Alors, oui, le Japon, c'est loin. Oui, le Japon, c'est un marché particulier. C'est un cas d'investissement particulier. Mais moi, de mes 15 ans de suivi de marché, j'ai jamais autant parlé du marché japonais que depuis un an maintenant. C'est quand même un marché que beaucoup découvrent ou d'autres redécouvrent aujourd'hui. Ce qui est intéressant, effectivement, c'était quand même le marché qui avait testé les taux négatifs bien avant l'Europe et pour une durée beaucoup plus longue. Il faut quand même rappeler pourquoi, parce que c'est un pays qui a un vieillissement de la population qui est malheureusement beaucoup plus avancé que chez nous et où il y a toujours eu un problème sur la croissance. Et une sorte de déflation structurelle, un peu liée au fait aussi que les ménages financent sans rechigner le déficit budgétaire, donc ils ont des taux de déficit, enfin de dette sur PIB. Oui, plus de 200 points. Oui. De toute façon, en cash flow, comme de toute façon les gens réinvestissent en permanence, l'État n'est pas très stressé. Mais pour autant, je pense qu'il maintenait les taux très faibles. En fait, c'était tout simplement cette déflation un peu structurelle. Et alors, je suis d'accord que le rebond d'inflation qu'on a eu récemment est probablement peut-être lié au post-Covid, enfin des éléments probablement qui n'ont peut-être pas duré, mais c'était certainement une bonne opportunité pour la Banque du Japon de se casser un petit peu cette spirale, revenir un peu à des taux positifs, profitant d'une inflation qu'on n'avait pas vue depuis peut-être 30 ans au Japon. Et qui, en fait, c'est ça qui bloquait, qui bloquait les taux. Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'on essaie de revenir à un territoire plus normal. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la croissance au Japon va être phénoménale parce que je pense que les éléments démographiques pèsent de toute façon. Est-ce que c'est le genre d'événement qui peut avoir un impact sur l'ensemble des marchés et les flux financiers globaux ? C'était une crainte, je me souviens, ça fait déjà plus d'un an qu'on parle d'une sortie possible des taux négatifs au Japon et les premiers commentaires ou les premières réactions, c'était de dire « Ouh là là, attention, il y a tellement de positions de carry accumulées et puis les Japonais achètent notre dette, etc. Qu'est-ce qui va se passer s'ils se remettent à acheter, de leur dette avec des taux d'intérêt positifs ?» Dans les années 80, quand les États-Unis montaient leur taux, on avait peur que les émergents tout d'un coup flanchent. Bon, il y a historiquement effectivement eu du carry entre le Japon et les États-Unis. Je ne mesure pas exactement les quantités, je pense que vous êtes plus à même là-dessus. Mais sont les premiers détenteurs de la dette américaine. Dans les non-résidents. C'est les premiers détenteurs. Donc aujourd'hui, une grosse partie des flux de ce qu'on appelle les indirect builders qui prennent à peu près entre 50 et 60, même plutôt autour de 60% des émissions du Trésor américain, c'est en grande partie maintenant les Japonais. Voilà. Donc si ça remonte, ça peut être indirectement mettre une légère pression sur les taux longs. Des arbitrages qui peuvent se faire un peu plus en faveur de la dette japonaise que de la dette extérieure. Elle était artificiellement faible, donc il y avait une sorte de financement automatique des dettes US notamment. Si c'est un peu plus dur au Japon, en effet, ça peut être un vent de face de plus. J'allais dire sur la question des taux. Mais après, tout a un prix. Ça peut faire monter les taux américains, c'est tout. Les taux réels américains peuvent monter suite à ça. Mais c'est pas forcément que d'un seul coup, plus personne va financer l'État américain. Oui, ça assèche pas non plus la demande pour les trésoreries. J'ai bien compris. On n'est pas en train de parler d'un crack obligataire. On est en train de parler juste d'un ajustement des taux américains face à ça. Qu'est-ce qui se passe au Japon, Thomas ? Vous rentrez de plusieurs semaines en Asie. Il y a des développements stratégiques pour Tikehau Capital là-bas, dans cette région du monde. Vous avez été plusieurs semaines au Japon notamment. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un vrai renouveau de l'investissement comme on ne l'a pas vu depuis plus d'une génération peut-être ?
Oui, il y a ça. Juste pour revenir sur ce qui a été dit, je pense qu'effectivement le sujet c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire sur les valorisations de tel ou tel actif, mais c'est un problème de liquidité aussi à mon avis. C'est-à-dire que le Japon c'était quand même une source de liquidité pour le monde, en plus des politiques accommodantes Covid qui sont peut-être en train de s'essouffler un petit peu, on le voit un peu aux États-Unis, ou de l'attente d'un stimulus chinois. Il y avait aussi ça. Et donc ça, il faut voir ce que ça fait sur la liquidité, une liquidité qui est déjà pas très en forme, à la fois sur les marchés cotés et sur les marchés non cotés. Donc moi, c'est plus ça qui m'inquiète que l'action, on va dire, les mouvements de prix sur telle ou telle classe d'actifs. Mais oui, au Japon, il se passe beaucoup de choses sous la surface. Et notamment avec l'arrivée d'une nouvelle génération de CEO japonais dans les sociétés. Donc il n'y a pas beaucoup de jeunes au Japon, mais il y en a quand même, et ils sont en train de prendre le contrôle des sociétés grandes et petites, et ça déclenche beaucoup de choses. On peut le voir sur les marchés cotés avec l'augmentation notamment des paiements de dividendes. C'est des gens cette nouvelle génération est quand même plus focalisée sur la création de valeur pour l'actionnaire que la génération précédente. Et ça déclenche en fait pas mal de choses. Alors, meilleure probablement augmentation des retours sur capitaux investis sur les sociétés, cotées ou non cotées, mais aussi le démarrage d'une vraie activité de private equity au Japon qui était quasiment inexistante en fait, parce qu'au Japon, vous avez quand même des sociétés qui sont soit des grandes sociétés qui sont des conglomérats qui font un peu tout, soit des petites sociétés qui sont détenues par des familles. Avec à la fois avec des banques qui financent agressivement ces petites sociétés, et donc pas beaucoup de place pour le private equity et pour la dette privée. Et en fait, avec cette nouvelle génération de CEO, vous avez des spin-offs. Beaucoup de spin-offs. Vous avez des changements générationnels aussi dans les sociétés de taille moyenne, et donc vous avez un vrai démarrage du private equity japonais. Ça on le sent vraiment. J'ai eu la chance de rencontrer la maire de Tokyo qui est très investie dans ce genre d'initiatives, notamment une initiative qu'ils appellent Sushi Tech, Sustainable High Tech. Et en fait, on sent qu'il y a un frémissement là du private equity japonais qui est très intéressant à mon avis pour la création de valeur. Et c'est un private equity japonais ou c'est le private equity global, mondial, qui va venir se saisir de ces opportunités? Parce que vous étiez là-bas pour ça, mais d'autres grands noms du private equity ont tous rouvert des bureaux au Japon depuis quelques mois maintenant. Alors ça reste quand même, je crois que la proportion de deals secondaires de LBO, par exemple, donc tu as un fonds de LBO qui vend un autre fonds de LBO, est très très faible. Je sais plus le pourcentage, c'est moins de 10%, un truc comme ça. Donc c'est encore un marché complètement naissant et très des maillons à construire, quoi. Mais effectivement, ça va. Et il y a beaucoup de fonds locaux qui sont en train de se mettre en place et de se développer, et ça c'est hyper intéressant. Et vous dites qu'il y a quelque chose de structurel quand même. En tout cas, dans la sphère de l'investissement, il y a quelque chose de nouveau, de structurel qui est en train de s'établir au Japon. C'est un pays, c'est un marché pour l'investisseur global qui va avoir une place plus importante dans les années à venir que ce qu'il a eu depuis, j'ai envie de dire 34 ans maintenant, depuis le crack de 89. Je pense que c'est un marché où la création de valeur pour l'actionnaire va être beaucoup plus intéressante que sur les 30 dernières années. Et donc, ça va prendre un peu de temps, et ça passera aussi par des erreurs d'allocation de capital comme d'habitude. Mais alors après, ça s'est reflété dans les valorisations. Aujourd'hui, ça commence à être cher. Vous avez aussi beaucoup d'argent j'ai aussi passé un peu de temps en Chine, beaucoup d'argent qui sort par Hong Kong de la Chine et qui va s'investir au Japon. Au Japon ? Ouais. Parce que évidemment les institutionnels chinois ont subi des revers sur l'immobilier, sur les actions. Il faut trouver d'autres sources d'opportunités. Et donc quand vous essayez de limiter un peu ce que vous faites aux États-Unis, alors ils investissent quand même aux États-Unis, mais il vous reste en gros l'Europe, l'Inde et le Japon, quoi. Et donc le Japon reçoit beaucoup de flux de ce type-là. En provenance de Chine. Et c'est quoi les grandes thématiques d'investissement pour toute cette nouvelle génération d'investisseurs en private equity qui vient s'intéresser au Japon? Alors tech, beaucoup, avec un certain savoir-faire japonais dans beaucoup de domaines, semi-conducteurs, robotique, etc. Donc beaucoup de tech, impact investing, énorme, avec l'impact de Fukushima, etc. Très sensible aux questions RSE, très sensible aux questions impact. Voilà, notamment ça. Et puis tous les sujets industriels. Bon, c'est un marché structurellement là qui va avoir plus d'intérêt dans les prochaines années, Christian? Oui, parce que je pense qu'on va revenir peut-être plus sur la logique. On joue la bourse japonaise parce que le yen baisse. Oui, ça c'était le grand, donc du coup on a trade permanent. un petit peu les valeurs exportatrices
qui est juste pour un effet échange, quoi, quelque part. Et au final, on faisait pas de performance. Et on faisait pas énormément de performance, mais en gros, c'était un peu toujours les mêmes qui montaient. Ouais. C'était du Toyota, du Nintendo. Enfin bon, c'était très concentré, ce qu'on connaît un peu en ce moment, mais qui était très concentré sur ces valeurs exportatrices, un peu mondialisées, parce qu'on jouait pas le marché domestique. Et donc, ça, on va découvrir ce pan-là du marché aujourd'hui. Je pense qu'il y a une partie du marché qui va redevenir un peu plus attrayant. Et puis surtout, si on a un yen qui n'est plus toujours sous pression, ça peut redevenir intéressant de rejouer un petit peu pour des non-résidents, finalement, la bourse japonaise. Alors, mais ça, je pense que ça vient sur aussi le fait qu'on peut peut-être avoir un petit redémarrage au Japon, alors, qui ne sera pas sur des taux de croissance chinois, qui ne sera pas sur des taux de croissance indiens. Attention, hein, il y a quand même un vieillissement de la population, il y a quand même mais je pense qu'il y a sûrement des valeurs domestiques aujourd'hui au Japon qui sont largement délaissées et qui peuvent profiter d'un petit retour et d'une repondération dans la diversification des portefeuilles. Bon, je rappelle, c'est un des rares grands mouvements de Warren Buffett ces derniers mois avec Berkshire Hathaway, c'est de racheter des trading houses japonaises. Voilà, comme au bon vieux temps, diront certains, mais voilà. Il a Apple et les maisons de courtage japonaises. Un mot de la Fed, rapidement peut-être, Christian, si, c'est la question. Jérôme Powell nous disait fin janvier, on a besoin d'une plus grande confiance. Bon, voilà, 6 semaines après, comment a évolué la confiance de la Fed dans la capacité de l'inflation à revenir à 2%. Voilà, il nous a même dit durant son allocution devant le Congrès américain qu'il avait juste besoin de 2 bonnes statistiques d'inflation pour commencer à baisser les taux. Bon. Les 2 bonnes, il les a pas eues. Donc il n'a pas eu les premières. Donc c'est raté pour le moment. Mais je pense qu'il est assez colombe et que pas mal de membres le resteront. Alors tout le monde va se focaliser sur le Dot Chart. Pour être honnête, sur le niveau des taux qui nous disent à la fin de l'année, parce que de là on en déduit combien de baisses de taux ils font, et puis ça donne un peu un timing. Alors franchement sur les marchés, s'ils baissent en juin, en juillet ou en septembre, ça change pas la face du monde. Ce qui sera plus important, c'est de savoir est-ce qu'ils en font 3, est-ce qu'ils en font 2 ou 1. Là ça peut changer. Ou zéro. Mais alors là, moi je pense qu'ils vont pas se mouiller. Et comme ils savent que tout le monde attend ce Dot Chart, je pense qu'on va rester peut-être sur un truc relativement modéré, ou en tout cas on va se retrouver sur quelque chose qui n'envoie pas un message totalement divergent. Donc moi je serais même prêt à jouer l'idée qu'ils vont dire la même chose, quoi. Parce que c'est pas le moment. Je me souviens que le dernier Dot Plot ou Dot Chart, comme vous dites, de décembre, 13-14 décembre, a été fait parfois en dernière minute par des banquiers centraux. Il l'avait raconté pour elle en disant que les prêts à la production étaient sortis juste avant, ils entrent dans la composition du PCE, il y avait une vraie surprise à la baisse sur le PPI, et donc les banquiers centraux pouvaient anticiper que le PCE allait être beaucoup plus bas que ce qu'ils imaginaient pour le mois de novembre, en l'occurrence, et donc certains avaient modifié leurs points jusqu'à la dernière minute dans le FOMC de décembre. Après, on verra. Voilà, tout le monde y accorde d'importance, mais je pense qu'en ce moment, ils n'ont pas intérêt à changer les anticipations en termes de timing. Par contre, ce qui sera beaucoup plus important, à mon avis, c'est est-ce qu'ils vont en parler officiellement ou pas. En tout cas, c'est sûr, ils vont en parler durant cette réunion. C'est d'ajuster le quantitative tightening. Vous savez, la vitesse de réduction de la taille du bilan de la Fed. Il y a eu un discours important du vice-président de la Fed qui nous a dit que pour lui, il fallait faire des modifications assez importantes. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais acheter plus du court terme, réduire beaucoup plus, être beaucoup plus flexible. Mais ça joue quand même pas mal sur la liquidité. Et Powell nous a dit à la dernière conférence de presse qu'ils en parleraient au mois de mars. Donc c'est sûr qu'ils vont en parler. La seule question, c'est ce qu'ils vont nous délivrer et nous dire est-ce qu'on ralentit ou pas le quantitative tightening, vers où on va, vers la bonne taille de bilan au niveau de la Fed. Là, les questions commencent à réellement se poser. Et là par contre, ça peut être un élément qui peut être un peu plus market mover, parce que si le marché se dit ils vont plus reprendre la liquidité comme avant ou beaucoup moins rapidement, ça peut être des petits éléments qui peuvent faire bouger les marchés. Ce qui est fascinant, Alain, du point de vue du marché, c'est que le marché avait besoin de cette baisse de taux anticipé de la Fed pour monter en fin d'année dernière, et puis il continue de monter alors que maintenant il n'anticipe plus que 3 baisses, voire peut-être moins pour cette année. Il continue de monter, oui et non, oui, mais le problème en fait c'est que, vu d'un point de vue action, nous on est plutôt biaisé action, c'est que pour l'instant on attend toujours la baisse des taux, et comme le disait Christian, là malheureusement les derniers chiffres ne permettront pas, à mon avis, à Jérôme Powell d'être plus dovish qu'il ne souhaite l'être. Déjà, d'accord. Ils ont envie de l'être, ils vont sans doute suggérer que ça pourrait se passer en juin, mais ils ne pourront pas l'affirmer parce que malheureusement les dernières données sont insuffisantes. Donc pour l'instant, je dirais le marché il est un peu... Alors il sait, le marché reste convaincu que ça va arriver,
C'est pour ça Que le prochain mouvement sera une baisse. Non, mais oui, enfin que la baisse des taux va arriver. Oui, The question is when, hein. oui. Pour l'instant, tout le monde l'espère pour le mois de juin. Et en attendant, tant qu'on n'est pas sûr, finalement, il y a un certain nombre de secteurs qui marchent pas. Hein. Les foncières, D'accord. pour l'instant, elles sont D'accord. en attente de ça, il n'y a rien à D'accord. faire. Et Donc ça bloque toute une partie de la revalorisation du marché qu'on Mon peut impression, espérer ou c'est qu'on que peut attendre. Tant que la baisse des taux n'arrive pas, ou tant qu'on est toujours en attente, un peu comme Soran, la baisse des taux, en attendant, ce qui monte, c'est les trucs bulletproof, c'est-à-dire sur des thématiques fortes, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la tech, la transition énergétique, sur les valeurs type Schneider et compagnie. Là, on sait que ça marche. Et puis, dans l'attente de la baisse des taux, tous les flux vont vers un nombre assez limité de très grosses caps. Donc c'est un faux risk-on, en fait. Et sur le reste, regardez la hausse en dehors de ces 10, 20, 30 c'est ça. valeurs. C'est un faux risk-on. Aux États-Unis, mais également en Europe. Le Russell 2000, il est encore quasiment flat. Et même si vous prenez le DJCC en Europe, le large 200, il est à 7-8, mais le small 200, il est pas loin de zéro. Donc c'est toujours un effet... en fait, le marché n'a pas vraiment décollé dans son ensemble. Donc il y a une sorte de frustration quand même. Et j'ai peur que si le discours reste un peu mi-figue, mi-raisin, ça va pas vraiment changer dans l'immédiat. Alors, ça ne veut pas dire que le marché va baisser, mais on risque de conserver cette polarisation au bénéfice des valeurs les plus sécures, on pourrait dire visibles, certaines, et tout ce qui est à la baisse des taux, tout ce qui est un peu plus cyclique, qui aurait besoin de la baisse des taux aussi pour que l'économie accélère, reste un petit peu sur sa fin pour l'instant. Thomas, sur ces considérations de politique monétaire, ce mouvement de repricing, on a quand même divisé par 2 au moins le nombre de baisses de taux qu'on anticipait cette année. Et sur l'idée de cette croissance désinflationniste qui a été la grande histoire de 2023, est-ce que c'est quand même un schéma macro qui atteint peut-être ses limites quand on est passé de 10 à 3% d'inflation maintenant ? Nous, on n'a jamais cru aux 7 baisses de taux. Ça avait quelque chose. Mais j'ai rencontré personne qui y a cru, en fait. C'est ça le mystère de ce pricing. Le marché monétaire qui le pricé. Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, si les taux d'intérêt courts ne baissent pas dans les proportions attendues, c'est peut-être les taux d'intérêt longs qui sont un peu trop bas. Et ça, nous, c'est notre grande thèse. Alors, c'est sur le long terme qu'on dit ça, parce qu'effectivement, les trajectoires budgétaires des États-Unis, mais aussi d'autres pays développés, notamment les pays européens, sont quand même assez inquiétantes. Et les acheteurs marginaux, donc que ce soit Banque centrale, Chine, Japon... pays qui ont historiquement eu des grosses réserves de change en dollars et qui en ont moins besoin maintenant parce que l'Inde peut acheter son pétrole dans d'autres devises que le dollar, que le Brésil peut acheter des machines pour ses mines à la Chine. En fait, effectivement, le problème est plutôt sur les taux longs. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'on commence à voir, je pense, les premiers effets de taux élevés sur vraiment l'économie américaine. C'est-à-dire que le taux de financement, les coûts de financement des entreprises, notamment des entreprises de taille intermédiaire, a quasiment doublé depuis le début du cycle de hausse des taux. Ça commence à peser, on commence à voir les défauts augmenter. Ça se traduit dans les marchés liquides, dans les spreads par exemple triple C. Si vous regardez, les spreads de high yield sont quand même très serrés, mais les spreads triple C sont plus larges que pendant la crise de la Covid, et c'est le cas en Europe aussi d'ailleurs. Donc ça montre bien qu'on anticipe une augmentation des défauts. Dans la dette privée, on commence à voir des défauts augmenter dans le high yield, dans les leverage loans. Les particuliers aussi on commence à voir les premiers signes d'essoufflement parce que le financement est plus cher. Et donc ça commence à avoir un impact sur les entreprises, sur la consommation, sur les marges petites, mais ça commence. Mais c'est un mouvement qui est amené à se diffuser selon vous, qui nécessitera peut-être d'ailleurs un coupe-circuit à un moment du point de vue de la Fed. Est-ce que c'est un peu l'idée qu'il faut avoir ? Parce que vous dites, les défauts ont augmenté sur le triple C, mais effectivement, sur le high yield, ça s'est pas du tout ressenti. Il n'y a pas eu de diffusion de ce stress sur le triple C. Pour l'instant, les entreprises proches du défaut, c'est pas remonté, j'allais dire, sur les autres notations crédit. Pour l'instant, non. Donc pour l'instant, on est encore un peu dans l'euphorie qui est de dire les taux vont quand même baisser, et 2, l'IA va sauver le monde, quoi. Je pense, on est encore un peu dans cette euphorie-là, quoi. Après, sur l'inflation, moi, je ne suis pas économiste, mais je pense que la partie de vaincre l'inflation cyclique, on y est quasiment. Voilà. Maintenant, il y a l'inflation structurelle, ça on l'a toujours dit. L'inflation structurelle, elle sera beaucoup plus compliquée à défaire, en particulier dans un contexte de démondialisation où on voit bien quand même que même si la Chine commence à exporter de la déflation, les mesures protectionnistes, le fait de créer de la résilience, si vous regardez juste sur la transition énergétique,
Aujourd'hui, on commence à le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie commencent à parler en fait du budget qui va devoir être consacré à ce qu'on appelle l'adaptation, qui est un marché à peu près de 2 trilliards de dollars. Et ça, je veux dire, c'est des investissements qui dans un monde où c'est l'efficience qui règne, ne devrait pas être fait. Ouais. C'est juste renforcer les infrastructures pour qu'elles soient résistantes à un réchauffement climatique. Et ça, pour moi, c'est inflationniste, quoi. Ouais. Et donc, vous avez ces choses-là, et ça va être très difficile à vaincre pour les banques centrales. Patcher les vulnérabilités. Ça va être un grand thème, effectivement, et c'est aussi un thème d'investissement. Démondialisation, changement de mix énergétique, tout ça, c'est quand même un peu inflationniste, et c'est ça qui va être dur à... c'est ça qui va être dur à maîtriser. Oui, bien sûr. Bon, après, on m'a expliqué pour les actions, le vrai sweet spot, c'est entre 2 et 3% d'inflation, quoi. Oui. Oui. Après les actions ne sont pas sensibles à l'inflation. Vous êtes protégé puisque vous recevez une rémunération qui est complètement indexée sur l'inflation. Mais 2-3% d'inflation, c'est là où les valorisations des marchés actions peuvent être les plus élevées. C'est pas forcément gênant. Ce qui est gênant pour les marchés, c'est si, face à cette inflation structurelle, on a une réponse des banquiers centraux qui est stricte et qui disent non, je ne supporte pas 3%, c'est des hausses de coûts de production, mais moi je veux une inflation à 2%. Et donc, à ce moment-là, ils vont freiner beaucoup plus l'activité. Et donc, c'est un élément important. Alors, juste un petit bémol que je mettrais par rapport à ça. Vous pouvez avoir des hausses de coûts dans certains secteurs, mais ça peut créer de la déflation dans d'autres secteurs. Je vous prends un exemple. Parce que la vraie inflation, c'est la boucle prix-salaire. Il ne faut pas se leurrer. Si vous avez, par exemple, demain, les prix de l'énergie qui augmentent énormément pour les ménages, bon, ça ne va pas faire plaisir à personne. Vous allez consacrer une plus grande partie de votre budget à l'énergie. Mais derrière, si votre salaire n'augmente pas, vous allez couper votre consommation de d'autres biens. Ou alors, il va falloir baisser les prix sur les autres biens. Donc attention, je suis d'accord, sur le coup, il va y avoir des hausses de coûts. Ça veut dire que moi, je pense que dans les prochaines années, on va avoir une inflation sur les prix des biens beaucoup plus forte qu'on a observé. Vous savez, on disait toujours, les prix des biens baissent, mais l'inflation, c'est dans les services. Et donc, en moyenne, on est à 2, mais avec une inflation plus forte dans les services et des prix des biens qui sont 0 ou moins quelque chose. Là, je pense que demain, on aura des prix des biens et biens énergétiques qui va être positive, mais une déflation dans les services. Et en plus, cette déflation, alors, je ne veux pas faire mon côté, mais avec l'intelligence artificielle, naturellement, c'est une grosse source de gains de productivité dans le secteur des services, pas dans l'industrie, parce que dans l'industrie, on a déjà des robots et tout ça. C'est pas là où vous avez le plus gros gain de productivité, c'est dans les services. Et donc, ça va être très déflationniste sur les services. Et je pense qu'effectivement, c'est là qu'on va voir véritablement. Donc, je ne suis pas forcément convaincu. Non, mais on retrouve un peu ce schéma en cas, c'est-à-dire des secteurs qui seront dans des spirales désinflationnistes ou déflationnistes, et d'autres secteurs qui seront soumis à des chocs plutôt inflationnistes. Ça, c'est sûr qu'on... Après, dernière chose, toute la question, et c'est ça ce qui fera réagir les marchés, c'est comment les banquiers centraux vont aussi appréhender cette inflation. Et est-ce qu'ils vont vraiment baser là-dessus? C'est pour ça que je pense que le discours, alors on se moque beaucoup de la BCE en disant la BCE regarde que les salaires, ils nous tiennent un discours boucle prix-salaire. C'est pas qu'ils croient véritablement, je pense, à un vrai retour de la boucle prix-salaire, mais c'est qu'ils veulent montrer que pour eux, ce qui est vraiment important, c'est l'inflation domestique, l'inflation sur les services. Et donc, ce qui est vraiment important pour eux, c'est que les salaires n'accélèrent pas sur un rythme insoutenable. Après, si les salaires ne bougent pas, vous pouvez avoir des chocs inflationnistes. Ça reste, c'est clair que la BCE va rien faire sur les cours du pétrole, la BCE va rien faire sur les prix du gaz, mais elle considère que si elle fait en sorte qu'il n'y ait pas de boucle prix-salaire, elle peut considérer qu'on sera, quoi qu'il arrive, sur une inflation temporaire et que son objectif d'inflation sera maintenu. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle est aussi focalisée là-dessus. Alors après, on a été rassurés. Il y a la cible et la notion de stabilité des prix aussi, qui compte beaucoup pour les banques centrales. C'est d'être crédible sur sa cible, mais c'est surtout le fait que derrière, on n'ait pas une inflation qui accélère très forte ou l'inverse, où on retomberait en déflation. Et donc finalement, ce qui est toujours négatif dans l'inflation, c'est les mouvements brutaux d'inflation, comme on a observé. C'est pas si on se stabilise à 3, bon, ils diront on est au-dessus de notre objectif, ok, mais c'est pas, si ça reste à 3, on s'en moque, franchement. On vivra pas plus mal, on vivra pas mieux que si on a une inflation à 3. C'est pas le 3 qui compte, c'est le fait qu'on n'accélère pas d'un seul coup à 10, qu'on revienne pas en dessous à stabilité. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. À suivre la Fed donc demain soir. Si on en vient sur l'investissement et les marchés, alors comment on se diversifie aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a ce phénomène de concentration des indices, de concentration des performances également autour du thème de l'IA.
on ne peut pas être absent de la tech, de ce segment, etc. Mais qu'est-ce qu'on aura envie d'avoir à côté ou en face dans des portefeuilles actions aujourd'hui, Alain? J'allais dire, dans l'attente de la baisse des taux, on reste quand même investi, Ouais. parce qu'on pense qu'elle va arriver, hein, c'est sûr. Ouais. Enfin, c'est sûr. Et qu'elle sera bonne pour les marchés? Oui. Oui, non, En tout cas, dans un premier temps, oui. j'ai vu des historiques où les marchés peuvent commencer à baisser une fois que les banques centrales Après, oui. enclenchent un cycle de baisse de taux. C'est-à-dire qu'en fait, si elle arrive contrainte et forcée parce que l'économie est en train de s'effondrer, c'est sûr qu'elle sera réactive et non proactive, et à ce moment-là, ça ne marchera pas. Mais si on reste sur le schéma actuel, c'est une économie plus aux États-Unis qu'en Europe, qui finalement continue à être un petit peu meilleure qu'attendue. Donc juste un ajustement de la qui politique soutient monétaire. les résultats des entreprises. Si on a le coup de pouce qui vient du côté des taux, face à des entreprises qui sont pas en si mauvaise forme, on va dire, ça sera évidemment positif. Ouais. Alors, comme on l'attend pas tout de suite, moi j'avoue que par exemple le secteur bancaire me paraît, les financières en général, ne sont pas un mauvais point d'attente parce qu'elles continuent d'être soutenues par des valorisations somme toute assez faibles. Elles profitent du niveau des taux et d'une activité qui n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on attendait. Non. Donc ça peut être un secteur d'attente. En revanche, pour jouer la baisse des taux, là, tout ce qui est foncière et autres, je pense que ça sera vraiment performant, mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Il y a eu un rebond en fin d'année pour ce segment-là, de l'immobilier coté, j'entends, des foncières, parce que les taux baissaient, justement. Et ce mouvement de rebond s'est calmé, vous dites, depuis que les taux remontent, quoi. En janvier, il y a une sorte de gueule de bois sur les taux, ça a beaucoup souffert. Mais là, quand la BCE, par exemple, il y a une dizaine de jours, je trouve que la BCE était plus constructive sur l'éventualité d'une baisse des taux en juin que pour la Fed. En tout cas, enfin, vu la situation en Europe, ça ne paraît pas choquant. Mais on peut être beaucoup plus convaincu à ce stade que la BCE le fera. Maintenant, est-ce qu'elle osera le faire avant la Fed? C'est toute la question. Mais à un moment, peut-être qu'elle n'aura pas le choix. Oui. En Europe, je ne vois pas pourquoi il différait éternellement. Je comprends. Donc, autant pour la Fed, ça peut se poser juin, juillet, septembre, autant pour la BCE, juin paraît être un maximum en termes d'horizon. Voilà. Alors après, si on croit à cette baisse des taux, il y a évidemment, on pourrait avoir une réitération de ce qu'on a vu en novembre-décembre, c'est-à-dire un rattrapage de tout ce qui est en retard, c'est-à-dire les valeurs moyennes, les valeurs cycliques. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au cyclique, parce que pour les cycliques, il faut aussi qu'il y ait un peu une véritable amélioration de l'économie. Mais si les taux baissent, il y aura quand même cette anticipation que l'économie ira mieux. Donc on pourrait avoir une montée des actions, mais peut-être avec un rattrapage de tout ce qui est en retard par rapport aux Magnificent Seven, etc., qui ne vont pas baisser, mais qui rebondiront moins parce qu'elles ont déjà bien avancé. Est-ce qu'on peut imaginer, Thomas, que ce soit un bon moment pour réfléchir un peu en dehors des États-Unis, et y compris pour des investisseurs américains qui sont peut-être au max quand même de ce qu'ils peuvent avoir en termes de position avec le thème de l'IA, Nvidia, etc., et projeter un peu quand même de leurs investissements ailleurs dans le monde? C'est l'enquête mensuelle faite par les équipes de BofA auprès des grands gestionnaires d'actifs dans le monde. C'est depuis 4 ans, on n'a jamais vu une réallocation aussi forte vers les actions européennes. Et il faut remonter à 2017, je vois, pour voir le mouvement de réallocation vers les actions des pays émergents. Est-ce que c'est le début d'un signal de quelque chose? Et quand on se projette sur l'investissement en actions en Europe, qu'est-ce qui vous paraît intéressant? De toute façon, dans toutes les régions du monde, dans tous les secteurs, l'augmentation de la dispersion est un fait. Et donc, il y a des choses à faire partout, à condition d'être discipliné et sélectif. Et en particulier en Europe, chez Tikehau, on gère 43 milliards d'actifs, 80% investis en Europe, donc on est des investisseurs très focalisés sur l'Europe. Et vous collectez l'épargne dans le monde pour l'investir en grande partie en Europe. Aujourd'hui, on investit beaucoup en Europe. Ça changera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, on investit beaucoup en Europe, et notamment sur les thématiques de souveraineté européenne. Et je peux vous dire qu'on arrive au bureau le matin, on est très excité par ce qu'on voit en termes d'opportunités d'investissement. Pourquoi? Parce que vous avez, là on parle des actions, on parle pas du crédit, mais sur le crédit, vous avez d'énormes opportunités d'investissement, notamment sur tout ce qui est financement d'entreprise, financement immobilier. Sur les actions, vous avez à la fois des thématiques de recovery, donc là je vous parle plus dans le private equity, on gère un fonds notamment de consolidation du secteur de l'aéronautique pour des industriels et pour l'État français. Ça, c'est un secteur qui était au tapis avec le Covid pour des raisons évidentes, et donc on a pu investir sur des valorisations relativement intéressantes, avec aujourd'hui un redémarrage de ce secteur-là, une supply chain européenne qui est beaucoup plus consolidée qu'avant.
et donc beaucoup plus résiliente qu'avant, et des valorisations les multiples qui recommencent et donc vous avez un double effet de remontée du business et remontée des multiples. Et puis vous avez aussi des cas de croissance très forte, donc transition énergétique par exemple, ou cybersécurité, où aujourd'hui, si je prends le cas de la transition énergétique, aujourd'hui entre 65 et 95% des supply chains sont contrôlés par la Chine, mais, donc ça c'est le hardware, par contre les apporteurs de solutions dans la transition énergétique, donc les gens qui aident les entreprises à adresser l'efficience énergétique de leurs bâtiments, de leurs process industriels, sont des entreprises européennes. Il y a un vrai leadership européen là-dedans, pour l'instant. Pas parce qu'on est plus malin que tout le monde, mais parce qu'on n'a pas eu le choix. Avec l'arrêt de l'accès au gaz russe, on a dû accélérer là-dessus. Et aujourd'hui, vous avez un écosystème dans lequel on est très actif chez nous, qui est en train de développer une expertise mondiale. Donc vous avez des entreprises européennes qui se développent partout dans le monde. Là, j'ai passé beaucoup de temps en Asie. Je peux vous dire que des entreprises de notre portefeuille aujourd'hui commencent à être très connues en Asie. Bien sûr, elles construisent des voies de chemin de fer, des métros, des infrastructures. Elles adressent l'efficience énergétique des bâtiments, des usines, des choses comme ça, même des immeubles, de bureaux, etc. Et ça, c'est une expertise européenne qui crée beaucoup de valeur économique pour les entreprises européennes. Donc il y a plein de choses à faire en fait en Europe. Bah oui, non mais alors, moi l'initiative aujourd'hui qui m'a marqué, parce que je me demandais comment l'Europe va profiter de la vague de l'intelligence artificielle, c'est Novo Nordisk, alors, la fondation Novo qui crée un partenariat avec Nvidia évidemment pour développer un supercalculateur au Danemark. Et accélérer la puissance de calcul sur les sujets de santé, sur les sujets de sciences du vivant, sur les sujets de transition écologique. Non mais enfin je trouve qu'on arrive quand même à aller chercher le cœur de l'IA Nvidia pour l'amener en Europe et lui trouver quand même des usages qui vont permettre aussi à des boîtes d'accélérer dans ces domaines-là. Alors, il va y avoir... on crée un substrat quand même de quelque chose. Alors, c'est toujours difficile de savoir l'impact économique, mais ce qui est certain, c'est qu'en recherche et développement, il va y avoir un choc intelligence artificielle. Juste pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle, Microsoft qui a testé toutes les possibilités de batteries, de mélange de technologies qu'on peut utiliser pour faire les batteries, et a pu sélectionner, en faisant tourner l'ensemble de ses serveurs mondiaux pendant plus d'une semaine, a pu sélectionner quels étaient les types de composants idéaux aujourd'hui connus pour faire la meilleure batterie du monde. Alors après, on verra si ça peut être industrialisé, il y a tout un passage derrière. Mais je vous laisse imaginer le nombre d'heures de recherche que ça représente, d'avoir testé ça par l'intelligence artificielle. Donc, c'est clair que demain, pour faire une voiture virtuelle, pour tout calculer, avec la montée en puissance des capacités de calcul, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, on aura forcément une optimisation qui va apporter. Donc ça va être des vrais gains de productivité. C'est pour ça que je parlais plus de gains de productivité. Alors, vous allez me dire, là, c'est dans le cadre de la conception, mais je pense aussi dans beaucoup de secteurs des services. Je pense qu'on va avoir des vrais gains de productivité dans la gestion de la connaissance, dans la gestion de plein de choses. On aura besoin de l'humain, mais on aura des gains de productivité dans tout ça. Donc ça va être une vraie révolution et ça va jouer énormément sur la croissance économique. Mais ça va améliorer la création de valeur dans nos entreprises européennes, dans certaines entreprises et surtout, ça va forcément, et c'est là peut-être qu'on peut dire, ça va créer clairement un avantage pour les grosses entreprises. Et c'est en ça que le marché n'a pas totalement tort en se concentrant sur les grosses que sur les petites. Parce qu'aujourd'hui, pour une petite entreprise, c'est pas atteignable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des tels investissements à faire. Avec une ressource humaine qui est rare, parce que pour faire ce type de modèle, il n'y a pas beaucoup de gens compétents. Donc aujourd'hui, très clairement, les grosses entreprises vont être largement favorisées par ça. Ça va faire des vraies barrières à l'entrée. Est-ce que, sans faire mon walk de service, mais l'exemple de Microsoft qui a fait tourner ses serveurs mondiaux pendant une semaine entière pour aboutir justement à la modélisation de la batterie parfaite, est-ce que ça va soulever quand même à un moment la question énergétique de la puissance de calcul qui est exponentielle et qui nécessite, je crois que ChatGPT, c'est 30 000 GPU pour faire fonctionner ChatGPT aujourd'hui dans le monde, quoi. C'est le seul élément. Pour l'instant, on n'en parle pas. On a poussé des cris d'orfraie sur le mining, des cryptos, du Bitcoin, etc. Là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui soit sur le devant de la scène. Là, on revient sur un vrai problème, quelle est la rentabilité de l'IA. Et on revient sur le problème d'Adobe de vendredi. Je ne sais pas si vous avez suivi, Adobe a quand même un petit peu corrigé en bourse. Oui. Pourquoi ? Parce que Adobe, c'est très bien, ils ont des logiciels avec de l'IA,
on va dire, c'est un vrai élément pour les photographes, pour tout ce que vous voulez, c'est très bien, c'est une révolution, mais sauf que le jour où le photographe est au chômage, il coupe son abonnement à Adobe, et donc on revient à une problématique activité économique. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est un des gros problèmes d'Adobe, c'est que l'IA lui coûte très cher dans ses logiciels, mais elle ne peut pas s'en passer parce qu'elle a la concurrence maintenant des petits copains qui veulent prendre ses parts de marché. Donc elle est obligée d'offrir cette intelligence artificielle. Ça augmente énormément le coût de ses logiciels de production. Elle doit les vendre plus cher, mais face à ça, vous avez des entreprises qui n'ont peut-être pas envie de payer, ou alors qui vont dire je prends qu'une version d'Adobe et puis voilà, je vais pas en acheter 36 000 parce que ça commence à coûter cher. Donc derrière, on s'est aperçu que derrière l'IA, il y a tout le problème de la rentabilité, que l'IA est aussi sensible à la conjoncture économique, parce que si vous avez moins de photographes, vous aurez moins de logiciels Adobe à vendre. Mais on va apprendre tout ça, ça va se faire. Ça va se faire. Mais il y aura, donc derrière, ça rejoint la question de la consommation d'énergie. Oui, Elle sera acceptable à partir du moment où économiquement, on est prêt à payer pour ce supplément d'intelligence artificielle. Alain, sur la diffusion de l'IA à travers l'Europe, est-ce qu'il y a déjà des boîtes, des secteurs qui sont des cas d'investissement directement liés au développement de l'IA? En performance économique, c'est encore difficile à dire. En revanche, évidemment, toutes les boîtes regardent. Aujourd'hui, on a quand même... La difficulté, c'est qu'on a des fournisseurs de hardware qui sont un peu incontournables et qui ont donc des prix assez élevés. Il y a aussi cette question de la consommation d'énergie. Mais je pense que dans la deuxième phase, il va y avoir une étape logicielle extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'un écosystème se mette en place dans les différentes industries pour que des logiciels soient capables d'exploiter toutes ces capacités, peut-être de manière plus intelligente aussi, pour être un petit peu moins bourrin dans l'utilisation de la base énergétique, avec peut-être des choses plus décentralisées, ou faire appel uniquement, du edge computing. Il faudra mettre une partie de la puissance de calcul sur les devices. C'est ce qu'ils vont faire avec les nouvelles générations d'équipements. Une partie du calcul se fera sur votre équipement. Les serveurs centraux, oui, mais peut-être de manière plus économe, juste quand il faut. Enfin voilà, il y a tout un truc à mettre en place. Ça va prendre du temps. Mais en revanche, là, oui, il y a toute une phase logicielle qui va être très importante. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir, mais le sujet de l'IA est encore un long fleuve devant nous. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Thomas Friedberger, Tikeo Capital, Christian Parizeau, Altair Economics et Alain Dubrul. Claresco était avec nous en plateau.